Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Quand la sexualité blesse. Je vais vous avouer, là, c'est le premier épisode qu'on a tourné aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va être le premier qu'on va publier, mais en tout cas, soyez indulgents. Là, dans les premières minutes, vous allez voir que j'étais un petit peu stressée parce que c'est toujours intimidant un peu de se faire filmer et enregistrer. Mais bon, l'épisode est vraiment super intéressant. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Jolande Rochefort, je suis intervenante au Calax Abitibi ici à Amos. Puis dans le fond, l'épisode d'aujourd'hui est un épisode qui va être un petit peu différent des autres parce que j'ai vraiment invité des gens qui vont venir m'apprendre des choses, en fait. Donc, il y a 3 infirmières, 3 étudiantes en soins infirmiers à l'université qui m'ont contactée il y a quelques semaines parce qu'elles devaient faire une espèce de collaboration avec un organisme d'Amos. Et quand elles sont venues, moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la trousse médico-légale parce que c'est quelque chose qu'on va voir vraiment plus à l'hôpital. Donc, je me suis dit, elle travaille dans le domaine de la santé. Ça va probablement être les meilleures personnes pour venir nous expliquer c'était quoi. Donc, la trousse médico-légale, moi, je connais vraiment pas beaucoup ça. C'est un outil qui est utilisé pour les victimes d'agressions à caractère sexuel. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, vous allez voir, il est vraiment super intéressant, super complet. Les filles nous expliquent c'est quoi les outils, comment ça se passe, les différentes étapes, dans le fond, de cette trousse-là quand on se rend à l'hôpital. Donc, si jamais vous avez des questions suite à l'épisode, n'hésitez pas. Si jamais vous vivez des émotions pendant l'écoute de cet épisode-là, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous appeler directement au Calax au 819-732-7889. Sinon, il va y avoir aussi dans le bas de l'écran le numéro de la ligne sans frais pour les victimes d'agressions à caractère sexuel qui est ouverte 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Puis pour ceux qui nous écoutent, ben, on va l'écrire dans la description de la vidéo. Donc, j'espère que vous allez trouver ça autant intéressant que moi, j'ai trouvé ça intéressant et que j'ai aimé ça discuter avec ces filles-là. Donc, je vais vous souhaiter une bonne écoute et merci encore une fois d'avoir choisi La sexualité blesse comme podcast. Salut les filles! Allô! Ça va bien? Oui, toi? Oui, vous êtes pas trop stressés? Un peu! C'est correct, moi aussi, je suis un peu stressée, je vais l'avouer. Comme ceux qui nous écoutent, en fait, vous allez l'avoir entendu dans l'introduction, aujourd'hui, on va parler de la trousse médico-légale. Voyons. Je parlerai pas trop du sujet parce que c'est pas moi qui va la présenter. En fait, c'est pour ça que j'ai invité des gens avec qui en parler aujourd'hui parce que même moi, en tant qu'intervenante au Calax, je connais pas tant la trousse médico-légale. Ça fait 3 ans que je suis intervenante là-bas. Puis en 3 ans, j'ai pas eu l'occasion de faire d'accompagnement médical avec des victimes en lien avec la trousse médico-légale. Donc c'est pour ça que je me suis dit, qui de mieux placé que 3 infirmières? Là, parce que là, vous êtes étudiante au bac, donc vous êtes techniquement toute infirmière. Oui. OK. Donc je me suis dit, qui de mieux placé que 3 infirmières pour venir en parler? Je vais pas vous présenter tout de suite. Je vais vous laisser vous présenter puis expliquer un peu votre rôle puis pourquoi vous êtes là. Mais je sais que, bon, vous n'êtes pas habitués avec les caméras. Je vais vous avouer que je sais pas ceux qui vont nous écouter, je sais pas dans quel ordre vous allez écouter les podcasts, mais dans les faits, c'est le premier qui va être enregistré. Ça va peut-être pas être le premier qui va être publié, mais c'est le premier qui va être enregistré. Fait que ça se peut qu'on soit un peu maladroite, qu'on soit un peu stressé, qu'on se perde dans nos mots. C'est pas grave. C'est bien correct. Puis dans le fond, moi, aujourd'hui, mon rôle, vous allez voir, l'épisode va être un petit peu plus différent des autres parce que ça va être un peu plus magistral, en fait, parce que je vais plus jouer l'élève qui apprend des maîtres. Donc, je vais laisser les filles vraiment expliquer c'est quoi la trousse. Je sais qu'il y a plusieurs outils, il y a des documents, des trucs comme ça. Puis moi, dans le fond, mon rôle, ça va vraiment être de vous poser des questions au travers toute votre présentation. Fait que soyez pas surpris si je vous interromps. C'est correct, c'est normal. Je vais essayer de pas trop vous couper la parole de manière sec, là. Mais je me suis préparé des questions. Fait que j'ai mes petits papiers, j'ai fait mes devoirs, j'ai essayé de me renseigner le mieux possible. Fait que je vais vous laisser la parole. Puis si j'ai des questions tout au long de la présentation, ben, je vais vous déranger. Parfait. Bon, ben salut, moi c'est Alison. Puis ben, on est avec Audrey et Amélie. On est 3 infirmières étudiantes au bac en sciences infirmières à l'Université de Rouen, Noranda. Dans le fond, on fait un projet pour notre cours d'intervention en milieu. Aujourd'hui, on vient présenter la trousse médico-légale. On parle un petit peu aussi des conseils à suivre après une agression à caractère sexuel, puis aussi les ressources là,
un peu n'importe qui peut avoir après l'événement qui s'est passé. OK. Dans votre cohorte, j'imagine que vous êtes les seuls qui viennent tourner ça dans un studio puis se faire filmer, sûrement. Ouais, sûrement. Vous allez probablement vous démarquer un petit peu. Ouais. Fait que dans le fond, ben, on va vous montrer la trousse. Amélie va vous la présenter tantôt. Moi, j'ai aussi la trousse médico-sociale ici avec moi. En fait, que ça, c'est comme la travailleuse sociale, normalement, qui l'a fait avec la personne quand elle arrive après son événement. Si elle vient à l'hôpital, dans le fond, c'est comme plein de documents, plein de... Je sais pas comment le présenter, là, mais c'est plein de papiers. C'est long quand même. Mais c'est ça, c'est la travailleuse sociale qui fait ça avec la personne. Il y a des questions quand même pointues, en fait. Là, ça peut être vraiment touché. Il y a beaucoup de questions sur les places qui ont été, exemple, pénétrées, touchées, frappées. Ça peut être rude, là, comme, mettons, combien de personnes qui avaient été présentes dans l'acte, mettons, si elle a été mordue, brûlée. Ça peut vraiment, comme si c'est arrivé, ça peut rappeler beaucoup de souvenirs. Mettons. C'est des questions quand même intrusives. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, justement, la travailleuse sociale est vraiment là pour accompagner la personne, puis elle n'est pas là pour la juger parce qu'il est arrivé quelque chose, là. Fait qu'elle va vraiment l'accompagner là-dedans. Puis sinon, tu sais, on pose pas ça parce qu'on est curieux de savoir, en fait, là. C'est vraiment, nous, parce qu'on veut savoir après les prélèvements qu'on va avoir besoin de faire. Parce que, tout dépendamment, exemple que la jeune fille s'est juste fait pénétrer au niveau vaginal, ben tu sais, on n'ira pas faire un prélèvement au niveau anal pour le fun, là, si jamais on sait qu'il n'y a rien eu là. Nous, on cherche vraiment de l'ADN, fait que, tu sais, on n'ira pas jouer partout pour le fun. OK, fait que vous faites pas tous les examens, c'est vraiment dans le fond du cas par cas. Oui. Puis de ce que je comprends, c'est que dans la trousse médico-légale, il y a la trousse médico-sociale qui est vraiment plus un peu de la paperasse. Dans le fond, ça, c'est fait par la travailleuse sociale qui va rencontrer la victime quand elle se présente à l'hôpital. Oui, puis ça va être Amélie Audrey qui va l'expliquer un petit peu mieux là, pour le principe de la trousse. Ouais. OK, super. Bon, je vais commencer. La trousse médico-légale, c'est cette fameuse boîte-là. Tous les prélèvements sont dans cette boîte-là. Il y a aussi la trousse médico-sociale, comme Alison l'a mentionné, là, qui va être posée avec la trousse médico-légale. Pour commencer, c'est le médecin qui va faire les prélèvements pour la trousse médico-légale. Vous avez le choix de choisir soit un médecin masculin ou féminin, on va respecter ça. La travailleuse sociale va rester avec vous, va accompagner le médecin, vous ne serez pas tout seul dans la salle, là, ça c'est sûr et certain. OK. Puis, est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre avec nous, à part, mettons, le médecin et la travailleuse sociale, si la victime veut être accompagnée? Oui, elle peut être accompagnée d'un ami, d'un collègue, d'une personne qu'elle veut. Il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que la travailleuse sociale va être là pour vraiment l'accompagner dans son cheminement à l'hôpital. OK. Aussi, comme Alison l'a dit, le médecin va vraiment évaluer la situation avec la trousse médico-sociale pour savoir quel prélèvement faire. Comme qu'elle a dit, s'il n'y a pas eu pénétration au niveau de l'anus, on n'ira pas faire un prélèvement au niveau de l'anus pour rien. Là. Fait que la trousse médico-sociale est utile pour la travailleuse sociale pour un peu avoir certaines informations par rapport à ce qui s'est passé, mais aussi elle va permettre au médecin de guider un peu les examens qu'il va devoir faire à la personne, dans le fond, qui est venue, qui a vécu une agression sexuelle puis qui est venue à l'hôpital. Oui, c'est ça. Puis le médecin, il est vraiment juste là pour les prélèvements. Là. Après, il va repartir. Il ne pose aucune question. Il est vraiment juste dans la salle pour faire les prélèvements. OK. Fait que je vais commencer avec les prélèvements. Le premier prélèvement, c'est un prélèvement buccal. Ce prélèvement-là, on va le faire s'il n'y a pas eu de fellation. C'est vraiment juste si l'agresseur a embrassé la victime. Dans le fond, ça ressemble à un petit Q-tips là, qu'on va frotter à l'intérieur de la joue. On va juste vraiment... venir frotter à l'intérieur de la joue pour voir s'il n'y aura pas de l'ADN de l'agresseur. Pour ceux qui font juste nous écouter, c'est comme une longue tige. Tout le monde sait à quoi ça ressemble un Q-tip. Là. Amélie, elle les montre à la caméra, mais je sais qu'il y en a qui vont juste nous écouter en audio. Fait que je vais essayer du mieux que je peux de décrire visuellement ce que je vois. Un spéculum, j'avoue que c'est un peu dur à décrire quand même, mais en tout cas, je vais faire mon possible. C'est bon. Le deuxième prélèvement, c'est le prélèvement de sécrétion vaginale. Fait que ça, c'est s'il y a eu pénétration au niveau du vagin, on va faire ce prélèvement-là. On va insérer, comme tu as dit, le spéculum dans le vagin pour faciliter le prélèvement vaginal. Puis, on va juste prendre un petit Q-tips. Puis, on va vraiment juste frotter la paroi vaginale. Puis, on ne rentre pas le Q-tips en complet. Là. On va vraiment juste aller sur le bord le plus possible là, pour aller prendre le prélèvement. Donc, mettons,
Le spéculum, c'est le même outil qu'on utilise si on va faire un pap test, par exemple. Donc, Oui. les filles qui ont déjà passé un pap test vont savoir de quoi je parle Oui. quand je parle de Oh, oui. spéculum. Ça ressemble un peu à ça, là. OK. Direct ça. Il y a aussi le lavage vaginal. Ça, dans le fond, c'est pour savoir s'il n'y aurait pas du sperme, de l'ADN dans la paroi vaginale. Souvent, dans le vagin, au fond du vagin, il y a comme un petit creux que le sperme va souvent se loger là. OK. Fait qu'on va comme envoyer une petite solution qui va essayer plus ou moins d'enlever le sperme là-dedans puis de le recueillir. OK. Fait que je vais vous montrer. Fait que le médecin va remplir la seringue d'eau salée. Il va la remplir d'eau. Il va prendre un petit embout avec un petit tuyau qui va coller, qui va mettre ça ici comme ça. Puis il va vraiment mettre ça dans le vagin, toujours avec le spéculum. Puis il va aller pousser la solution pour essayer de ça se rendre le plus loin dans le vagin pour qu'après, il y ait un retour de sécrétion. Puis, avec le retour de sécrétion, là, il va aller aspirer avec une petite pipette les sécrétions vaginales. Puis après, il va mettre ça dans un petit tube pour que ça aille à l'analyse. Il y a aussi le prélèvement sanguin. Ça, le prélèvement sanguin, c'est une prise de sang. C'est à ce moment-là que la personne va voir l'infirmière. C'est le seul moment que l'infirmière va être présente dans le cheminement. Elle va se présenter, elle va faire la prise de sang, puis elle va repartir. On ne la reverra plus. OK. C'est vraiment, les prélèvements, c'est vraiment juste avec le médecin puis la travailleuse sociale. OK. Fait que dans le fond, je vous ai demandé de faire une recherche pour la trousse médico-légale, alors que c'est pas tellement vous qui va faire ces examens-là. Ouais. Là. Je vous ai donné de la job, finalement. Non, mais là. c'est intéressant, pareil. C'est intéressant. Puis c'est ça, dans le fond, c'est juste un petit tube là, qu'elle va prendre comme prise de sang. OK. Ça, on va regarder s'il n'y aurait pas d'ADN, alcool, drogue. Puis, tu sais, s'il y a de l'alcool, de la drogue, on n'est pas là pour chicaner la personne. « Ah, t'as consommé du pot hier. C'est vraiment pour savoir si t'as consommé de l'alcool ou de la drogue sans ton consentement. OK. Fait que ça peut pas jouer contre elle, mettons Non. qu'elle a... Puis si elle avait pris de la drogue ou de l'alcool de son plein gré, là, ça viendra pas jouer contre elle. Non. OK. Tu sais, si on voit qu'elle a pris de la drogue, je sais pas, la marijuana, puis on voit qu'il y a de l'amphétamine, j'ai pas pris d'amphétamine. Oui, j'ai pris de la drogue, mais j'ai pas pris de l'amphétamine. Fait que là, tu sais, ça peut être comme des preuves pour la trousse médico-légale. OK. D'autres prélèvements. Il y a un autre prélèvement buccal. Ça, c'est s'il y a eu fellation au niveau de la bouche. On va aller chercher s'il n'y a pas du sperme ou de l'ADN. Fait que c'est vraisemblablement comme l'autre prélèvement. On a un Q-tips qu'on va aller frotter au niveau de la paroi de la joue. On va aller frotter. Puis, on va vous donner une petite substance. C'est comme un petit rince-bouche, là. Puis, on va vous demander de cracher dans un petit pot. OK. Il y a le prélèvement aussi cutané. Ça, c'est pour savoir s'il n'y a pas de l'ADN, du sperme, de la salive. Ça, c'est si l'agresseur vous a graffiné, mordu, s'il y a eu des blessures causées par l'agression aussi. Fait qu'on va aller prendre juste un Q-tips. Puis on va aller frotter, dans le fond, la blessure là, qui a été causée là, par... Il y a beaucoup de stocks, ceux qui font juste nous écouter, vous n'allez pas voir, là, mais Amélie est hyper organisée. Elle a comme 10 enveloppes devant elle. Tout est super bien classé. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait comme autant d'affaires. Là. Je vais avouer que je suis quand même surprise, mais en même temps, ça fait du sens parce que l'objectif, c'est d'aller chercher vraiment de l'ADN, dans le fond, sur la personne. Fait que j'imagine que tout doit avoir quelque chose d'individuel pour pas mélanger ou contaminer les autres preuves. Oui, là. ça. Okay. Puis toute enveloppe a tout décrit qu'est-ce qui est dessus, puis tout marqué à faire. Fait que, tu sais, des fois, les médecins, ils en font pas beaucoup souvent, la trousse médico-légale, parce que les gens vont pas beaucoup se présenter à l'hôpital, puis c'est leur choix, puis on va les respecter là-dedans. Mais des fois, ça peut être inquiétant pour l'agresseur, voulant dire, ben là, ils connaissent pas ça. Il est tout écrit, tout. Tu peux pas te tromper, là. Ouais. T'sais? Parce que dans le fond, comme tu dis, les victimes vont pas nécessairement à l'hôpital directement après l'agression, puis on va le voir tantôt qu'il y a des espèces de limites de temps aussi. Là. Oui, vrai de ça. Fait que c'est ça pour le cutané. Il y a aussi les corps étrangers. Si on voit des cheveux, des poils de l'agresseur, si on voit un condom qui est resté dans le vagin et après, on peut le prendre puis le faire évaluer au laboratoire. On peut aussi, si pendant l'agression, vous avez porté un tampon, serviette hygiénique, on va le prendre aussi puis on va l'emmener au laboratoire pour le faire analyser. Il y a aussi le prélèvement anal-rectal. Ça, une fois s'il y a eu pénétration au niveau de l'anus, on va aller prendre un petit échantillon au niveau rectal. C'est le même Q-tips que les autres. On
va aller chercher, faire un petit frottis au niveau du rectum. On ne rentre pas le Q-tips au complet dans l'anus. On va juste vraiment le moins loin possible là, pour que ça soit désagréable. Et le dernier prélèvement, c'est un prélèvement d'analyse d'urine. Vous allez uriner dans un petit pot. Puis ça, en même temps, c'est pour savoir l'ADN, s'il y aurait un petit peu d'ADN. Puis c'est plus pour l'alcool puis la drogue. Encore une fois, on ne veut pas chicaner personne. C'est pour savoir si on pourrait détecter d'autres drogues dans l'urine qu'on n'aurait pas dans le sang ou comme vice-versa. Là. Fait que c'est pas mal ça pour les prélèvements. Dans la trousse médico-légale, on a aussi plein de sacs en papier. OK. On a aussi un autre gros sac là, en papier. Là. Ça va... C'est pour permettre de mettre tout le linge. Si vous portez le même linge que vous avez eu pendant l'agression, on peut prendre les bobettes, les brassières, les bas, les chandails, les manteaux, les bas d'hiver. On va essayer vraiment de trouver s'il n'y aura pas du sang, du sperme, de la salive de l'agresseur. Donc, on peut tout garder ça puis mettre avec la trousse médico-légale. OK. Et la dernière chose, c'est la lame de réserve. La lame de réserve, c'est moi, j'avoue que c'était l'outil qui me faisait le plus peur. Là. Lame de réserve, je vais vous avouer que je me demandais vraiment c'était quoi. Ça, dans le fond, c'est on va prendre un prélèvement qu'on a fait, puis on va le mettre sur une petite lame pour le faire comme qu'on met en dessous d'un microscope là, au secondaire. Là. Je vais vous montrer. C'est dans un petit coffret bleu. C'est comme les petites lames en plastique qu'on met, mettons, pour observer les petites lames en verre là, qu'on met pour observer en dessous, des trucs dans un microscope. dans des cours de sciences. Là, Tout dépendamment de ta situation, quel prélèvement qu'on a fait. On peut mettre un prélèvement vaginal dedans, un prélèvement rectal, buccal. On va juste prendre un des prélèvements qui a plus de chances d'être positif en voulant dire qu'il y a de l'ADN ou du sperme de l'agresseur. Ça, dans le fond, cette lame de réserve-là, elle va être dans un local barré à l'hôpital. OK. Même si les policiers, quand ils vont venir avec la trousse, ils vont partir avec la trousse, ils vont partir avec les sacs, ils vont tous partir avec ça. Mais ça va rester à l'hôpital. Puis Audrey, elle va vous l'expliquer tantôt. Mais finalement, si tu fais la trousse médico-légale, puis tu dis, après 3 jours, « Ah, regarde, je veux pas, on va la détruire. » OK. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça va rester à l'hôpital. OK. Ça, c'est pas détruit, mettons. Là. Non, ça, c'est pas détruit, c'est à vie. Ça va rester à vie à l'hôpital. OK. Fait que si dans 30 ans, tu veux porter plainte, mettez une preuve. OK. Fait que, mettons, la trousse est détruite, mais vous gardez quand même un certain échantillon d'ADN, mettons, qui pourrait être utilisé comme preuve, puis il n'y a pas comme de limite, c'est pas comme plus bon dans 3 mois, là. Non, c'est bon à vie. Fait que, tu sais, si, comme que j'ai dit, d'ici 30 ans, tu veux porter plainte puis tu te sens motivé, ben on peut utiliser ça si tu t'en vas à la cour ou faire des démarches. Là. Fait que, tu sais, c'est quand même utile si tu veux pas faire la trousse médico-légale, pareil. Là. OK. Fait que je pense que c'est pas mal ça, la trousse médico-légale. Ça fait beaucoup de stock, là, mais ça paraît plus invasif que ça en a l'air, mais, tu sais, ça... Vous êtes bien entouré, le médecin, il ne vous posera pas de questions, le travailleur social va vous appuyer là-dedans. Puis c'est vraiment la travailleuse sociale qui va être avec vous tout le long. Puis vous pouvez refuser des prélèvements si vous ne vous sentez pas à l'aise, il n'y a aucun problème. Mais il y a un billet. Ça dépend de ta situation. Si, mettons, tu t'es présenté à l'hôpital parce que tu t'es fait une agression sexuelle, l'action, ça a été qu'il y a eu fellation au niveau de la bouche. Mais là, comme Alison, elle a dit, on va juste faire un prélèvement au niveau de la bouche. On ne va pas de prélèvement vaginal, on ne va pas de prélèvement anal. Mais si tu refuses le prélèvement au niveau de la bouche, dans ce cas-là, la trousse médico-légale, elle ne sera pas valide. Parce que c'est comme le seul prélèvement qu'on va utiliser. Oui, il y a les prises de sang, oui, il y a les analyses d'urine, mais c'est pas assez fiable comme ça serait vraiment un prélèvement où ce que ça s'est passé. OK. Fait que, mais par contre, si... Dans une autre situation, s'il y a eu pénétration vaginale, anale, puis fellation au niveau de la bouche, puis toi, tu dis, hey, rentre-moi pas un Q-tips dans l'anus, là, je veux vraiment pas ça. Mais on a vaginal puis on a buccal. OK. On peut quand même la faire. T'sais. OK. Mais s'il est vraiment juste buccal puis tu veux pas, ben là, on va peut-être dire, ben regarde, peut-être le médico-social, c'est plus avantageux pour toi, puis on va t'expliquer toutes les autres opportunités qui vont s'offrir à toi, là, mais tu sais, n'importe quand, là, on est rendu aux moitié là, de ça, là, tu dis, je veux plus, on arrête ça là. OK, fait que quand même, tu sais,
la victime est vraiment écoutée là-dedans. Là. Ses droits sont respectés. Si elle est plus à l'aise, elle a le droit d'arrêter. Puis il n'y a comme pas nécessairement de pression qui va être mise. Là, on écoute vraiment ses besoins, mettons. Puis les prélèvements sont aussi adaptés selon sa situation. Évidemment qu'on n'ira pas faire un prélèvement anal s'il n'y a pas eu de pénétration anale, là, on s'entend. Puis là, je comprends que, tu sais, mettons, je veux le redire là, parce que je comprends que si vous êtes ado, vous nous écoutez, vous devez dire « Hey boy, j'ai pas tant le goût d'aller faire cette batterie de test-là si je me fais agresser. » On s'entend, ça peut avoir l'air super intense, mais comme vous avez dit, les prélèvements vont vraiment être adaptés à votre situation. Puis, moi, je vous présente la trousse pour que... Parce que, premièrement, je pense qu'il y a plein de monde qui savent pas c'est quoi, ils savent même pas que ça existe. Mais, si vous venez à avoir des services au Calax, on vous obligera pas d'aller passer une trousse, là, parce que, premièrement, il y a des limites de temps, comme je vais laisser Audrey vous les présenter, mais... Si vous vivez une agression sexuelle, ça se peut que dans le moment, vous n'ayez pas envie d'aller à l'hôpital, puis vous n'ayez pas envie de vous faire passer une batterie de test si vous venez de vivre une agression sexuelle. Fait que je veux juste vous rappeler que l'épisode est là vraiment à titre éducatif pour vous apprendre c'est quoi, pas pour vous mettre de la pression, parce qu'on s'entend que souvent, le premier réflexe que les gens vont avoir, c'est d'aller prendre une douche parce qu'ils se sentent hyper sales. Fait que, puis je le sais qu'on le déconseille, mais je veux juste rectifier le fait que on fait pas ça pour vous mettre de la pression, mais vraiment pour vous apprendre c'est quoi la trousse, puis que ça existe. Parce que justement, même moi, avant de travailler au Calax, je savais pas en tout c'était quoi une trousse médico-légale. Puis là, de ce que je comprends, c'est que on peut faire juste la trousse médico-sociale? Oui. OK. Oui. Tu sais, mettons, parce que des fois, tu peux venir à l'hôpital après le lendemain ou tu peux venir à l'hôpital après 10 jours et dire hey, « je me suis fait agresser. OK, on va faire la trousse médico-sociale. » Parce qu'on ne pourra pas faire de prélèvement vu que ça fait un certain barème, comme Audrey va expliquer tantôt. Fait que, tu sais, la trousse médico-sociale, c'est vraiment toute la paperasse. Là. Ça va être qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, il y a eu pénétration où, comme Alison elle a dit. Puis ça, dans le fond, tu peux faire la trousse médico-sociale si tu veux, mais tu n'es pas obligé de porter plainte. Et Audrey, elle va tout t'expliquer ça. Là. Mais la trousse médico-sociale puis la trousse médico-légale, c'est carrément deux choses. Okay. Mais la trousse médico-légale vient avec la trousse médico-sociale. OK. OK. Je sais pas si c'est comprenable. Oui, dans le fond, on peut avoir juste la trousse médico-sociale, mais si on passe une trousse médico-légale, c'est sûr qu'il y a une trousse médico-sociale à vivre. Parce que tu portes plainte, tu es sûr que tu vas porter plainte. Puis ça fait partie des étapes, dans le fond, parce que si je passe la trousse médico-légale, que je me suis rendue à l'hôpital, bien là, j'étais allée à l'urgence, j'ai rencontré la personne à l'urgence, puis après, j'ai rencontré la travailleuse sociale qui, elle, m'a fait la trousse médico-sociale. Et l'étape suivante, c'est la trousse médico-légale, de ce que je comprends. OK. Puis est-ce qu'il y a... Tous les médecins sont formés pour la donner ou, mettons, il y a des personnes identifiées dans les hôpitaux où ça dépend? Bien, habituellement, c'est une formation qui est donnée par... c'est pas tous les médecins qui sont formés, c'est pas tous les travailleurs sociaux qui sont formés. Ils ciblent un certain barème. Puis c'est sûr que si tu te présentes à minuit le soir, là, bien, la travailleuse sociale qui a eu la formation, bien, c'est elle qui va être appelée puis c'est elle qui va se présenter. OK. Donc, mettons que... Moi, mettons, je vis une agression sexuelle, je me présente au centre hospitalier à 2 h du matin, même si la TS... qui n'est pas formée en trousse médico-légale n'est pas là, l'hôpital va l'appeler puis c'est elle qui va venir. Là. C'est pas... OK. Fait que c'est vraiment la personne formée qui va m'accompagner. Il y a une travailleuse sociale quand même qui va l'accueillir puis qui va... mais vraiment commencer la trousse médico-sociale, ça va être la travailleuse sociale qui est formée pour faire ça. Ça va être le médecin qui est formé pour faire ça. Okay. Là, le médecin, s'il est dans une situation d'urgence, ben là, ça se peut que ça attende. Comme je dis, les prélèvements, tu lis qu'est-ce qui est marqué puis ça va bien. Mais tu sais, habituellement, c'est les gens qui ont eu la formation qui vont faire les prélèvements, puis la travailleuse sociale qui va faire la trousse médico-sociale avec la personne. OK. Puis j'imagine, on s'entend que quand on parle de trousse médico-sociale, il y a plus un aspect intervention. Fait que je peux comprendre que la travailleuse sociale a besoin davantage d'être formée parce que c'est elle qui va accueillir et comme soutenir la victime tout au long de tout ça. Le médecin, j'imagine que si on me dit que j'ai le choix entre un gars ou une fille, mettons que moi je suis plus à l'aise d'avoir un médecin femme, j'imagine qu'il y a plus qu'un médecin par centre hospitalier qui est formé pour la donner. Bien, c'est sûr qu'ici... On est des petits hôpitaux, hein? Oui, c'est ça, tu sais. Mais... Tu sais, je pense qu'on peut y aller avec la logique, là. Si c'est un monsieur qui est formé pour faire la trousse médico-légale, puis tu veux absolument avoir une fille, je pense que tout médecin est capable de quand même faire des prélèvements, puis peut quand même avoir une approche adaptée à la personne, là, tu sais. C'est sûr que si tu as été violé par un garçon, puis tu veux vraiment pas avoir de garçon, on t'obligera pas, là. On va aller chercher une fille, là. Tu sais, comme... Ferme tes yeux puis reste à la table. Là. Non, on n'imposera pas ça. Là. Non, c'est ça.
Mais tu sais, ça se peut qu'elle n'ait pas la formation nécessairement, mais pour faire des prélèvements, ça prend pas la tête à De toute façon, c'est quand même assez bien indiqué sur les enveloppes. Là. On le voit pas, ceux qui l'écoutent audio, ils le voient pas, mais c'est vraiment tout bien détaillé. Puis après, mettons, dans le trousse médico-social, il y a une liste. Est-ce que tu as fait tel prélèvement? Comment tu l'as? Il y a genre 3 vérifications là, à faire. Fait que c'est sûr que, tu sais, même là, ils vont s'appeler. Ça se peut que le médecin arrive, tu fais ça, comment tu as fait? Comme, il va y avoir un suivi. Là. OK. Fait que c'est quand même vraiment complet. Oui, mais en région, c'est sûr que c'est pas tous les médecins qui ont la formation. Il y a peut-être 1 ou 2 médecins qui l'ont. Ben, je sais qu'il faut être comme un centre désigné, je pense, pour avoir accès à cette trousse, ou je sais pas trop. Ça se donne-tu dans tous les hôpitaux? Oui, dans tous les hôpitaux. OK. Fait que, mettons, en Abitibi, là, si j'étais à la SOR, il y a un hôpital à la SOR? Ouais. Hey, mon Dieu, je suis désolée pour les gens de la SOR qui nous écoutent. Je vais pas à la SOR dans ma vie. Mais, fait que, tu sais, je suis pas obligée de me déplacer de ville. Là. J'ai vraiment accès à ça, mettons. Oui, dans tous les hôpitaux, il y a ça, puis c'est gratuit, là. OK, ouais, c'est ça, ça coûte rien, là, faire la trousse médico-légale. C'est gratuit. Okay. Dans tous les hôpitaux, ils ont ça. Puis dans tous les hôpitaux, le personnel est censé être formé. Mais tu sais, c'est une formation qui se donne pas souvent non plus. Puis comme que je dis, ben les personnes se présentent plus ou moins à l'hôpital. Fait que les personnes ça se peut qu'ils soient un peu rouillés, que je pourrais dire, mettons, pour faire ça, parce qu'ils ne voient pas ça souvent, tu sais. Non. Puis, en même temps, si positif ou négatif, je sais pas, parce qu'il aimerait, tu sais, un médecin, à un moment donné, il dit, j'aimerais ça peut-être la faire plus souvent parce que je sais que les gens vont venir plus consulter puis vont porter plainte, puis ça sera plus un sujet tabou, comme que ça l'est, mettons. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Les deux ont des pour et des contre. Puis en même temps, j'essaie de m'imaginer à la place d'une personne qui vient de vivre une agression sexuelle. Ça se peut que, tu sais, mon premier réflexe, ça soit pas ça. Puis, tu sais, moi, en 3 ans, c'est ça, j'ai pas eu l'occasion encore d'accompagner de victimes à l'hôpital pour ça. Puis, tu sais, même, j'ai des collègues qui sont au Calax depuis des années, puis ça leur est arrivé 4, 5 fois. Tu sais, c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait souvent. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, justement, d'en parler, parce que je me dis, crime, si j'accompagne une victime à un moment donné, si je sais un peu ses droits, je sais les limites, je sais qu'elle n'est pas censée se faire obliger, ben si je peux l'accompagner là-dedans, je vais pouvoir faire valoir ses droits, puis tu sais, qu'elle ait un soutien aussi là, pendant tous ces examens-là. Là. Fait que... Merci Amélie, c'était full clair. Ouais, merci. Je sais pas pour ça qu'ils nous écoutent, c'est aussi clair, j'espère. Sinon, vous irez voir la version filmée parce que, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça quand même, ça semble beaucoup, là, mais j'ai trouvé ça super clair. Ouais, vraiment bonne explicatrice, t'es une bonne prof. Merci. Dans le fond, moi, je vais parler un peu des étapes importantes à suivre à la suite d'une agression sexuelle. Dans le fond, le but de ces étapes-là, c'est un peu aussi des conseils à suivre, mettons, là. C'est vraiment de trouver le plus possible de l'ADN quand on va faire les tests qu'Amélie elle a montrés. Puis encore là, comme qu'elle le dit, c'est pas obligatoire de faire les tests, puis tu fais ceux que tu veux faire, puis ceux que tu veux pas faire, tu les fais pas. Fait qu'en fait, à la suite d'une agression sexuelle, il faudrait éviter de se laver le plus possible, pas prendre son bain ni sa douche, éviter d'aller uriner, éviter même de se brosser les dents et de manger. Puis le plus possible, essayer de garder les mêmes vêtements que pendant l'agression. OK. Ça, c'est dans un monde idéal si on veut trouver le plus d'ADN possible. Ouais. Exact. Dans un monde idéal, mais on s'entend que c'est pas évident. Là. Après une agression sexuelle, souvent, comme tu l'as dit, tu as juste le goût d'aller te laver, puis c'est pas évident. Puis dans un monde idéal, on vivrait pas d'agression sexuelle non plus. C'est ça. On va dire les vraies affaires. Ouais. Mais là, dans le fond, je vais expliquer les raisons pourquoi on met ces conseils-là. Là. Il y a un temps de prélèvement. Fait que, par exemple, un prélèvement qu'on va faire au niveau buccal, au niveau de la bouche, dans les joues avec le Q-tips, jusqu'à 24 heures après l'agression, il est possible de retrouver de l'ADN de l'agresseur, mais si on attend plus que ça ou si la personne elle mange, elle se brosse les dents, ben là, il y a moins de chances d'en trouver. Même si c'est plus quasiment nul, les chances d'en trouver. Au niveau des prélèvements anal, rectal, ça, c'est 48 heures. Jusqu'à 48 heures après l'agression, il est possible de trouver de l'ADN, mais ça, c'est si la personne ne s'est pas lavée. OK. Au niveau sur la peau cutanée, là, s'il y a des traces de sperme, par exemple, c'est la même chose. C'est 48 heures si la personne ne s'est pas lavée. Puis au niveau vaginal, jusqu'à 5 jours. OK, 5 jours, c'est... Est-ce que c'est assez pas lavé ou... Parce que 5 jours sans se laver, c'est quand même long, là. Oui, bien, il peut quand même avoir... Même si tu te laves, des fois, au niveau vaginal, comme Amélie le disait, il peut y avoir quand même du sperme qui reste là, à certains endroits, mettons, dans le vagin. Mais c'est sûr que dans le meilleur des mondes, ce serait de se présenter le plus vite possible pour trouver le plus d'ADN possible. C'est pour ça aussi que
la trousse médico-légale, avec les prélèvements, ben c'est si ton agression date de plus de 5 jours, en fait, c'est quasiment... ça sert à rien de la faire, la trousse, parce qu'il n'y aura plus de traces d'ADN. Fait qu'on on les ferait comme pour rien. OK. Fait qu'ils feront pas faire les examens s'ils pensent qu'il n'y a pas de chance de me trouver des ADN, c'est ça. mettons. Ouais, ils feront pas des tests pour rien. Fait que si ça fait 10 jours que ça s'est passé, ben il y a toujours possibilité de faire quand même la trousse médico-sociale. Là. Je vais l'expliquer plus loin. Fait que ça met au moins sur papier les faits, ce qui s'est passé. Mais c'est ça. Il n'y aura pas de prélèvements qui vont être faits. OK. Puis si, mettons, je vais donner un peu un exemple de comment ça se passe là, de A à Z, parce que, évidemment, c'est sûr que faudrait que la personne se rende le plus vite possible à l'hôpital. C'est pas évident encore là, de faire, là, mais ça serait bien qu'elle se présente à l'hôpital tout de suite après, ou en tout cas dans les jours qui suivent. Une fois à l'urgence, en fait, l'étape qui suit, c'est de rencontrer l'infirmière au triage. OK. Parce que dans le fond, je suis pas obligée comme nécessairement d'appeler. Je peux me présenter à l'urgence. Oui, exact. Comme je vais à l'urgence pour un rhume, mettons, on s'entend, c'est vraiment différent. Je veux pas non plus comparer, là, mais je suis pas nécessairement obligée d'appeler, prendre rendez-vous. Je me présente à l'urgence. Non, c'est ça. Présenter à l'urgence de votre hôpital. Puis, toute personne qui consulte à l'urgence, peu importe, là, comme tu l'as dit, un rhume ou... Ben, toutes les personnes, en fait, vont passer par l'infirmière au triage. C'est un peu elle qui va poser des questions à savoir pourquoi la personne est là, pourquoi elle est venue consulter. Elle va aussi prendre les signes vitaux, donc la pression, la température, les battements du cœur. Ça, c'est vraiment avec tout le monde. Là. C'est une procédure qu'elle fait pour tous les patients. Donc, c'est à cette personne-là, à l'infirmière du triage, que la victime d'agression sexuelle va mentionner qu'elle a été victime d'une agression. Puis, à partir de ce moment-là, elle n'aura pas à détailler ce qui s'est passé. Le rôle de l'infirmière, ça va être de rejoindre la travailleuse sociale de l'hôpital ou de garde ou qui est formée pour le faire, pour venir rejoindre la personne, en fait. OK. Fait qu'à partir de ce moment-là, la personne va toujours être avec la travailleuse sociale, puis avec son accompagnateur, là, si elle voulait être avec quelqu'un. Là, ça, c'est libre à la personne. Puis, elle va être amenée dans une pièce, une salle plus intime pour pouvoir parler des choix qui s'offrent à elle, avec la travailleuse sociale. OK. Fait que c'est à ce moment-là, souvent, que la travailleuse sociale va faire la trousse médico-sociale de ce qui s'est passé, puis qu'elle va poser plus les questions à la victime. Mais ça, c'est si elle décide de le faire. Fait qu'elle va aussi mentionner les choix qui s'offrent à elle. Puis la trousse médico-sociale, es-tu obligée de la faire aussi? Ou Non, c'est vraiment, toutes les étapes sont vraiment, c'est son propre choix, là? Elle n'est pas obligée pantoute. Dans le fond, là, je vais expliquer un peu les étapes, les choix, en fait, qui s'offrent à elle, que la travailleuse sociale va lui expliquer sur place. Elle a le choix, en fait, si elle décide de porter plainte. Si elle décide de porter plainte, puis que l'agression date de moins de 5 jours, puis qu'elle veut faire les prélèvements, bien là, ça serait la trousse médico-légale qu'on ferait. On ferait les prélèvements associés au type d'agression qu'elle a eu. Fait que c'est ça. Faut que ça soit comme dans les délais de moins de 5 jours. Elle peut aussi décider de porter plainte sans faire les prélèvements. Puis même si ça fait moins de 5 jours, c'est vraiment au choix de la victime. Fait qu'elle pourrait juste décider de faire la trousse médico-sociale. Puis la trousse médico-sociale, il n'y a pas de temps limite pour la faire. Tu sais, ça pourrait être... ça fait 2 semaines que ça s'est passé, puis là, elle pourrait quand même décider de la faire. Puis sinon, elle pourrait aussi décider de juste faire des tests de dépistage, mettons, du TSS. C'est sûr que habituellement, il y a une période d'incubation de 14 jours qu'il faut attendre avant de faire des tests, mais ça peut être aussi de vouloir prendre la pilule du lendemain, de vouloir avoir juste un examen physique d'un médecin. Si, exemple, elle a mal un peu au niveau des côtes, elle ne sait pas si elle aurait une fracture ou des choses comme ça, faire juste une prise de sang, en fait, pour voir si elle a été droguée, un test d'urine, tous des trucs comme ça. Fait que ça, c'est tous des tests qu'elle a le droit de faire, en plus de mettre la trousse médico-sociale ou la trousse médico-légale selon qu'est-ce qu'elle décide de faire. OK. Puis, mettons, dans tous ces examens-là, est-ce que, dans le fond, là, j'ai compris qu'il y avait des examens ITSS, fait qu'ils vont faire des tests pour savoir, parce que ça se peut si elle a été agressée sexuellement, que l'autre personne ne s'est pas protégée nécessairement. Là. Fait que, il y a des dépistages à ce niveau-là. Test de grossesse aussi? Oui, c'est possible de le faire aussi. OK. Avec une analyse d'urine ou même la prise de sang. Là. OK. Fait que selon aussi les délais de quand date l'agression puis l'évaluation que le médecin va faire, ben il y a des tests qu'on peut faire sans problème. OK. Fait que, dans le fond, puis là, je me demandais, je sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais là, elle peut être accompagnée d'une personne extérieure, fait que ça peut être, exemple, un parent, un ami, etc.
est-ce qu'avec la COVID, c'est possible pareil? Puis ça, je vous le dis, je sais pas si vous allez le savoir, mais je sais que les entrées et sorties sont limitées dans les hôpitaux. Est-ce que vous savez s'il y a une manière différente avec la COVID par rapport à la trousse ou si on peut être accompagné pareil? Bien, là, présentement, si je me fie aux visites, mettons, sur les étages, là, dans la situation qu'on est actuellement, c'est possible d'avoir un accompagnateur. OK. Il est limite vraiment à une personne. Fait que, en tout cas, selon moi, ça serait à vérifier, mais je pense que ça serait possible d'être accompagné quand même là, par quelqu'un, même avec le COVID. Tout dépendant de la zone où on est, là, mais je ne penserais pas. Avec un masque, ce serait sûrement faisable. Ouais, je pense que c'est une situation exceptionnelle quand même. Oui, puis là, nous, on va croiser les doigts, je vais toucher du bois. On est encore en zone jaune. Fait que ça se passe bien. Mais, tu sais, c'est ça, j'imagine que déjà, ça doit être difficile. Tu sais, si elle ne connaît pas la ATS, il y a des chances qu'elle ne connaisse pas la ATS, ni le médecin. Ben, en plus, si là, il refuse qu'elle ait une personne de confiance avec elle, c'est un petit peu poche. Fait que tant mieux s'ils peuvent quand même. Là. Mais c'est ça, avec le masque puis tout, d'après moi... je pense que ça devrait être correct, sérieusement. Puis même la travailleuse sociale, on va dire, tu veux-tu contacter quelqu'un, tu veux-tu que quelqu'un vienne avec toi pour tout au long du cheminement. Fait que, c'est une situation qui n'est pas très agréable, là, on se le cachera pas. Fait que je pense qu'avoir quelqu'un avec... la personne, ça serait bénéfice. Là. Ben oui. Puis quand c'est fini, là, cette trousse-là, c'est la police qui vient chercher ça à l'hôpital? Mais ça dépend toujours si elle a pris la décision de porter plainte ou pas. Parce que, en fait, il y a aussi l'option de t'es incertain. Tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire, par exemple. Est-ce que je devrais porter plainte ou non? Je suis un peu sous le choc, puis c'est tout à fait normal. Fait que la victime, en fait, si elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle voudrait faire, elle peut décider de faire la trousse médico-légale avec les prélèvements si elle est à l'aise de le faire. Puis à ce moment-là, elle a un délai de 14 jours pour décider si oui ou non elle veut porter plainte. Fait qu'elle peut se dire, bon, je vais tout faire les prélèvements, ça va être fait, puis tu sais, je suis à l'aise de le faire. Puis après ça, ben, je vais avoir une réflexion de 2 semaines pour savoir si finalement je porte plainte ou pas. Fait que si elle décide de porter plainte, là, à ce moment-là, c'est la police, oui, elle va venir sur place, puis elle va venir chercher la trousse médico-légale, la trousse médico-sociale. Mais si elle dit que finalement, non, moi, je ne veux pas porter plainte, comme Amélie l'a dit, on la détruit. OK. Il y a juste la lame de réserve, en fait, qui va être gardée là, à l'hôpital. Fait qu'elle a quand même un jeu, là. Mettons qu'elle n'est pas sûre, elle a quand même 2 semaines qu'elle peut réfléchir, qu'elle peut prendre le temps d'analyser la situation pour voir, parce que, tu sais, on s'entend qu'un processus judiciaire aussi, ça peut être quand même assez éprouvant, là. Fait que c'est pas toutes les victimes qui ressentent le besoin de passer par là, mais, OK, fait que je comprends qu'il leur donne du temps, puis il n'y a pas de pression de « faut que tu portes plainte là ». Non. OK. Fait que la police part avec ça, puis ça, dans le fond, c'est utilisé comme preuve dans un procès, par exemple, si la victime décide de porter plainte? Oui, bien en fait, ça va être envoyé à Montréal, là, dans leur labo, là, je ne sais pas le nom exact, là, qui vont tous analyser ça. Puis, ça peut être considéré comme des preuves. Puis pour ça aussi, il faut qu'elle soit vraiment bien faite, la trousse, là, pour que ça fonctionne en cours. Mais c'est ça. C'est pas garanti que parce que tu as fait la trousse médico-légale, par exemple, que tu vas réussir à accuser ton agresseur, puis que c'est sûr qu'il va aller en prison. Il ne faut pas non plus penser que c'est sûr que tout va marcher parce que tu as fait la trousse médico-légale. Il y a beaucoup de processus justement judiciaires que nous, on ne connaît pas nécessairement non plus. Là. Mais c'est ça, ça met beaucoup, beaucoup les chances de son côté si elle est venue tôt, qu'on a pu faire les prélèvements, qu'on a pu trouver de l'ADN. C'est tout comme des choses qui vont vraiment l'aider dans son processus. Mais il ne faut pas non plus penser que ça va être gagné. Oui, c'est ça, non. Ouais. Parce que dans n'importe quel processus judiciaire, tu sais, on s'entend qu'une agression à caractère sexuel, c'est souvent très difficile à prouver parce que il y a rarement des témoins, mais dans le fond, ça peut être une preuve de plus qui peut être utilisée dans le procès si la personne décide de porter plainte. OK. Parce que, tu sais, comme si elle s'est lavée, ça a fait ça, on peut faire les prélèvements pareils, mais on garantit rien qu'il va y avoir de l'ADN, du sperme ou de la salive, là. Fait que, tu sais, c'est comme un guess à prendre, mais c'est, tu sais, quand tu vas rencontrer la travailleuse sociale, même si, comme Gaudra a dit, tu es ambigu, elle va te conseiller de faire la trousse médico-légale puis médico-sociale. Puis après, va chez toi, là, pense à ça, là, puis après, tu me reviendras avec ça. Puis même là, la travailleuse sociale, elle va te donner une carte puis elle va te dire « Tu m'appelles n'importe quand. Elle voudrait en parler, là, mais ils sont pas laissés à eux-mêmes après. Là. Puis là, on me dit que dans le fond, après 14 jours, si la personne ne veut pas porter plainte, la trousse médico-légale, elle est détruite. La trousse médico-sociale, elle est-tu détruite? Non, elle reste dans le dossier. OK. Gardée. Fait que ça, c'est comme la lame.
dans le fond. Ouais. Un Ouais. peu. Parce que tu peux faire la trousse médico-sociale Ouais. sans porter plainte. OK. Tu sais, mettons, je sais pas ce que je fais, nanana, il est trop tard pour les prélèvements. Tu veux-tu qu'on fasse la trousse médico-sociale? On va faire la trousse médico-sociale. Si tu veux pas porter plainte, ça va rester dans son dossier. OK. Puis quand elle va porter plainte dans 30 ans, mettons, ben ça va déjà avoir été fait, la trousse médico-sociale, puis il va y avoir une norme de réserve aussi. OK. Fait que, tu sais, ça peut rester... Si c'est frais dans ta tête, si tu es prête à en parler tout de suite, tu peux faire la trousse médico-sociale, puis tu peux dire, regarde, je sais pas, on va porter plainte. Reviens quand tu veux, puis on décidera ça à temps et lieu, là. OK. Fait que t'es pas obligé de la faire, la trousse médico-sociale. Mais si tu as fait déjà, elle va être à ton dossier, puis tu peux porter plainte avec ça, tout dépendamment de ce que tu veux. OK. Fait que dans le fond, la trousse médico-sociale, mettons que la victime ne désire pas porter plainte, ça, c'est comme mis dans un espèce d'endroit barré, j'imagine, confidentiel, puis c'est tout. Puis si elle veut porter plainte, comme toute la batterie de tests qu'elle va avoir passée, c'est remis, j'imagine, aux enquêteurs. La trousse médico-sociale aussi pour aider les enquêteurs à comprendre. Ouais. OK. Tu sais, parce que, mettons, si elle a tout fait la trousse médico-légale avec la trousse médico-sociale, parce que les deux viennent ensemble, Mhm. puis elle dit, elle a passé 14 jours, puis elle dit, je veux pas la faire, je veux pas faire, je veux pas. On peut dire, OK, on va détruire la boîte. Moi, on peut garder la trousse médico-sociale au dossier si tu veux. OK. Puis si elle veut pas, vous pouvez le détruire aussi. Ouais. OK. Ça, c'est vraiment sur demande, là, dans le Ouais. fond. OK. Puis y a-t-il des exceptions quand on est mineur? Comment ça marche? Tu sais, si, mettons, j'ai en bas de 18 ans, est-ce qu'on appelle mes parents? Est-ce que, tu sais, ça marche comment, là? Ouais. En fait, dès que la personne elle a 17 ans et moins, en bas de 18 ans, on est dans l'obligation d'aviser les parents et la DPJ. OK. Il faut qu'on le fasse, là, c'est obligatoire parce qu'une agression sexuelle, c'est considéré comme un acte grave. Donc, on n'a pas le choix. Fait que même si, exemple, une jeune fille de 16 ans ne veut pas qu'on en parle à ses parents, nous, on est dans l'obligation de les aviser quand même. OK. Puis sinon, les autres particularités avec les âges, si la victime elle a 14 ans et moins, donc 13 ans et moins, elle doit être obligatoirement accompagnée par un parent parce qu'elle ne peut pas consentir à ses propres soins. Ça OK. veut dire qu'elle ne peut pas décider de faire la trousse médico-légale parce que ça, c'est considéré comme un soin. Elle ne peut pas décider de faire la trousse médico-sociale, elle ne peut pas faire une prise de sang. Fait que c'est vraiment le parent qui va autoriser les soins OK. pour elle. Puis si c'est 14 ans et plus, bien là, à ce moment-là, elle n'est pas obligée d'être accompagnée. Elle peut l'être, mais il n'y a pas un parent. Elle n'est pas obligée d'avoir son parent avec elle, puis elle peut décider par elle-même de ses soins, OK. de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle ne veut pas faire. Donc, c'est ça la petite différence. OK. Puis c'est ça. Je rappelle que quand même si elle a 14 ans et plus, puis qu'elle n'est pas accompagnée de son parent, il va quand même être avisé. Ouais. Puis ça fait penser au Calax aussi, dans le fond, à partir de 14 ans, ils sont pas obligés d'avoir l'autorisation de leurs parents, mais à 12-13 ans, on leur demande, tu sais, étant donné qu'ils n'ont pas l'âge de consentement justement à recevoir des soins, ils doivent avoir un papier signé. Puis là, j'en entends déjà qui vont, ben là, ils vont aviser la DPJ, puis là, parce que des fois, ça fait peur, hein, un signalement DPJ, c'est quoi? Tu sais, on a l'impression que le centre jeunesse va débarquer chez nous le lendemain puis qu'il va nous enlever de notre famille. Je veux ramener ça, que c'est pas nécessairement ça qui va se passer. Le signalement à la protection de la jeunesse, c'est vraiment dans le but que vous soyez en sécurité, parce que quand vous êtes mineur, ben, on considère que vous êtes davantage vulnérable. Donc, on s'entend, une agression sexuelle, c'est grave. Comme tu as dit, c'est un acte qui est considéré grave. Donc, le signalement à la protection de la jeunesse, c'est pas pour... c'est pas contre vous, là, c'est pas pour vous mettre dans le trouble, c'est pas parce qu'on veut vous faire chier, là, entre guillemets, là, je suis désolée du mot, je vais l'utiliser parce que les jeunes, ils parlent de même, là, je vais essayer de parler comme eux. Mais tu sais, la protection de la jeunesse viendra pas non plus vous enlever de votre famille, là, tu sais, c'est pas parce que vous avez vécu une agression sexuelle que ça va pas bien à la maison. Ils vont juste être là pour s'assurer que vous êtes en sécurité, que vous êtes bien entouré, que ça va bien. Fait que je veux juste rectifier ça parce que je sais que quand on parle de signalement, des fois, ça fait peur à beaucoup de personnes, mais c'est vrai que quand on est mineur, il y a certaines obligations qu'on est obligé de respecter en tant que professionnel, de faire le signalement. Donc, je pense que c'est important de leur dire, parce que si on le fait puis qu'ils sont pas au courant puis qu'on fait ça dans leur dos, mais là, ils vont être encore pas mal plus fâchés contre nous, là. Mais c'est ça, je vais rectifier que c'est pas toujours aussi grave que quand on écoute l'échappée, par exemple, là. Tu sais, des fois, si vous êtes bien entouré, vous avez déjà des intervenants, protection de la jeunesse va juste venir vérifier que vous êtes correct, que vous êtes en sécurité, puis que vous n'êtes pas en danger. Fait que, petite parenthèse, là. Mais en même temps, la DPJ, ça peut être un point positif, mettons, parce que si une fille de 11 ans vient consulter pour une agression sexuelle, puis son agresseur, là, ben c'est son mon oncle qui est avec elle ou c'est son père. Nous, tu sais, si on voit que, tu vois qu'il y a un froid entre les deux, puis tout ça, puis c'est son père, là, il faut qu'il décide pour elle. Elle n'a pas le droit de décider pour elle-même. Mhm. On peut dire, on va séparer les deux,
on va appeler la DPJ, puis c'est la DPJ qui va prendre la décision si on fait une trousse médico-légale ou médico-sociale. C'est la DPJ qui va faire comme, OK, là, il y a un problème, là. Puis c'est pas son père qui va décider pour elle, ça va être la DPJ qui va prendre la décision. OK. Fait que tout est vraiment pris en considération pour que les besoins de la personne soient respectés puis que cette personne-là soit en sécurité parce qu'effectivement, ça se peut que la personne qui va à l'hôpital, l'agresseur, c'est un membre de sa famille qu'elle voit à tous les jours. Donc, j'imagine que là, il y a une notion de possible danger, là, que cette personne-là est en compromission. Fait que, encore une fois, là, le centre jeunesse peut entrer là-dedans. Puis vraiment, même à l'hôpital, dans le fond, ils vont prendre des mesures en place. Ils vont mettre des mesures en place pour s'assurer de la sécurité de l'enfant, surtout s'il est en bas âge, là. Tu sais, même là, la travailleuse sociale, si tu es accompagné avec quelqu'un, elle va te prendre un moment tout seul avec toi, là. OK. Tu sais, pour s'assurer que t'es-tu correct, ça va-tu bien, tu sais, en voulant dire. Parce que des fois, si c'est ton agresseur, tu peux être influencé par la personne, là. Fait qu'elle va vraiment prendre un moment avec toi toute seule, que tu aies n'importe quel âge. Puis elle va dire, t'as-tu des choses à me dire? Là, t'es tout seul, tu sais. OK. Fait que ça peut mettre les choses au clair aussi, puis enlever un petit stress de plus. OK. Si, mettons, moi, j'ai des questions, je veux rejoindre quelqu'un, là, tu sais, là, évidemment, je vais mettre le numéro du Calax, parce que là, je comprends tout, vous m'avez expliqué la trousse, que je vais être rendue full pro pour répondre aux questions. Mais y a-tu, tu sais, mettons, des lignes ou des organismes que je peux appeler, mettons que j'ai des questions en lien avec la trousse ou que, tu sais, je suis pas sûre, je veux savoir comment ça marche, y a-tu des gens à qui contacter, là? Il y a plusieurs ressources, en fait, d'aide que, justement, le monde peut contacter si jamais ils ont des questions à la suite d'une agression à caractère sexuel. Il y a une ligne téléphonique bien basique, en fait. On va commettre une petite fiche à la fin de la vidéo là, pour que, justement, le monde puisse la voir puis que je dise pas ça juste en même puis que ça paraisse plus, là. Mais c'est une ligne téléphonique, en fait, qu'ils peuvent appeler n'importe quand. Pas besoin de se déplacer, c'est complètement anonyme. Pas besoin de dénoncer le nom de l'agresseur non plus s'ils veulent pas. Ils peuvent avoir des conseils, dans le fond. Moi, je sais pas quoi faire. J'ai juste, exemple, qu'elle trouve que c'est pas assez, elle, juste avoir été touchée sans son consentement, puis elle pense que c'est pas considéré comme une agression. Mais si elle veut avoir des questions là-dessus, puis qu'elle n'est pas sûre, elle peut le demander, puis ils peuvent répondre à toutes sortes de questions comme ça. Sinon, il y a le CALAC, justement. Il y a aussi le CASAC, qui est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, parce qu'une agression sexuelle, c'est considéré comme un acte criminel. Fait qu'eux aussi peuvent aider pour toutes les démarches, puis tout le processus après, en fait. Il y a le CLSC. N'importe qui appelle ou qui se présente au CLSC qui voudrait avoir, voir une travailleuse sociale, un professionnel, tout dépendant de ses besoins. Le CLSC est ouvert, c'est gratuit tout le temps. Sinon, il y a Tel Jeune aussi, qu'ils peuvent appeler, texter, puis ils ont un site Internet super intéressant qui ont des capsules, plein de choses vraiment intéressantes. Puis qui peuvent justement appeler, pas se présenter, parler de n'importe quoi anonymement. Puis c'est toujours vraiment dans le respect de la confidentialité qu'ils n'ont pas besoin nécessairement de se nommer ou de dénoncer la personne. Il ne faut pas penser que nous, on veut comme tout savoir ce qui s'est passé. Là, ils racontent ce qu'ils veulent, puis vraiment, ils jasent de tout et de rien. OK. Puis là, on va tout mettre les coordonnées de tous ces beaux organismes-là à la fin de la vidéo. Pour ceux qui l'écoutent sous format audio, je vais essayer de m'arranger qu'on les mette dans la description là, parce que on commencera pas à toutes les nommer. Il y en a plusieurs, mais c'est quand même super intéressant. Les filles, merci. Oui, il y a juste quelques petits points que je voudrais juste rappeler là, avant la fin. Tu sais, juste de se rappeler que tout ça, là, ça se fait vraiment dans le respect des choix de la personne. Jamais qu'on va juger que la personne veut juste faire un test au lieu de faire les 10 qu'il y a, exemple. Puis c'est tout confidentiel, vraiment. Là, on n'ira pas compter ça sur la rue après là, que la petite fille est venue pour faire le test. Tout c'est gardé confidentiel. Aussi, on a besoin du consentement. Jamais qu'on va obliger quelqu'un à faire, peu importe le test, on n'obligera jamais. C'est tout dans le respect. Puis aussi, dans le fond, il faut se rappeler que plus vite on se présente à l'hôpital, si on veut faire la trousse, plus on a de chance d'avoir de l'ADN, en fait. Puis aussi, si on veut faire la trousse, il faut aussi savoir que 5 jours et moins, c'est vraiment le best, dans le fond. C'est vraiment le meilleur. Puis on va avoir besoin du consentement. Puis aussi, la personne a 14 jours là, pour décider de canceller. Finalement, je ne veux plus rien savoir. Ou après 10 jours, finalement, oui, go, j'y vais, envoyer ça à la police, puis moi, je vais vraiment porter plainte. T'sais, on a fait les tests, tout est fait, la boîte est scellée, on envoie ça là-bas, puis c'est toujours valide. Fait que, c'est ça.
Parce que comme Audrey, elle a dit, tu sais, si tu te présentes puis t'es victime de violence ou d'agression, oui, tu peux faire la trousse médico-sociale puis médico-légale, mais même si tu fais tout ça, là, tu as fait tous tes prélèvements, il y a d'autres prélèvements que tu peux faire, là. Tu sais, si tu as une côte cassée, le médecin, il ne te laissera pas de même à l'hôpital. Là, tu vas passer des rayons X, tu vas être suivi. Si tu as des plaies, ben on va mettre un pansement. Tu sais, on ne se concentre pas juste sur ça. Là. On voit vraiment la totalité de la personne. Le bien-être général. Oui. Puis moi, je tiens aussi à rappeler que là, s'il y en a qui ont des questions par rapport à ça, qu'il y a des trucs peut-être qu'on n'a pas répondu, vous pouvez toujours me contacter. Je vais m'arranger pour contacter une des filles pour répondre à ça. Je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour. Pour ma part, en tout cas, personnellement, moi, ça m'éclaire vraiment plus parce que c'est vraiment un outil que je connaissais pas beaucoup. Puis je tiens aussi à vous rappeler que si jamais vous allez à l'hôpital et que vous désirez être accompagné d'une intervenante du CALAC, c'est possible de le mentionner à l'infirmière à l'accueil qui va pouvoir nous contacter. Donc, nous, on peut se déplacer pour faire cette trousse-là, évidemment, dans la mesure du possible, là, si on est disponible. Puis s'il y a des victimes qui ont... Ça leur a fait vivre peut-être des émotions d'écouter ça, parce que ça se peut qu'on aille écouter l'épisode aujourd'hui puis que d'entendre tous ces tests-là, ça nous questionne. On a peut-être des questions par rapport à ça ou vous avez besoin d'un suivi, vous pouvez toujours me contacter aussi. Et sachez que pour les personnes qui vont faire, par exemple, la trousse médico-légale et qui veulent porter plainte par la suite, on fait l'accompagnement judiciaire au CALAC. Donc, si on vous accompagne à l'hôpital, on peut vous suivre après. Donc, vous allez rester avec la même intervenante. On va pouvoir faire l'accompagnement judiciaire avec vous de A à Z, ce qui n'est pas obligatoire, évidemment, quand vous recevez des services au CALAC Abitibi. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Les filles, merci. J'espère que vous avez aimé ça. Oui. Il y a un petit quiz aussi, si jamais ils veulent répondre à la fin, là, on a laissé une petite place là, pour les questions. Si jamais, justement, on n'a pas tout répondu, là, ils vont pouvoir... c'est tout anonyme, le petit quiz. Fait que... Super, oui, évidemment, je vais le partager aussi quand je vais partager les épisodes. Donc, ceux qui vont avoir écouté ça, vous allez pouvoir répondre à ça. Ça va nous donner un indicatif de si on était clair aussi, on explique tout croche. Puis, je vais vous dire à la prochaine. Et merci de nous avoir écoutés. Bye tout le monde! Bye!